Pour vous, pour la victoire de la première circonscription, Christian Janton. Je vais, avant de remercier, je vais vous demander un petit effort, parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu, il y a des militaires français qui sont morts en Afghanistan et un militaire de Saint-Gilles-du-Fès. Et je vous demande de faire une minute de silence dans la mémoire de ceux qui sont courageux et qui se battent pour nous dans ce pays. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Comme je remercie tous ceux qui sont autour de moi, et croyez bien, j'y suis extrêmement sensible, tous ceux qui viennent de s'exprimer et qui l'ont fait avec leur cœur, défendant nos valeurs, nos idées, nos principes. Merci à vous tous, merci à Pascal, merci à Jean, merci à André Berthézen qui fait un effort. Je sais qu'il est encore plus difficile à eux de venir ici, et donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous tous qui êtes venus aussi nombreux. On avait un petit doute, on a dit on va faire un dernier meeting, est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas? Et puis on a décidé de le faire et on s'aperçoit que vous répondez toujours présent. Vous êtes là pour nous soutenir, pour nous faire gagner, et croyez bien que c'est pour nous un chaleureux encouragement. Merci à Michel Moxin qui est dans cette campagne, qui est l'homme à tout faire, qui se lève le matin de bonne heure et puis qui se couche des fois vers 2 ou 3 heures du matin. Et merci à toute l'équipe qui nous suit. Hier, nous étions encore, comme le font mes collègues candidats qui ont beaucoup de courage. Nous prenons d'assaut les immeubles, les maisons. Alors souvent, c'est un bon retour. On dit c'est qui? On dit c'est l'UMP, c'est les gens de... Alors on dit, ah, si c'est l'UMP, c'est bien. Mais alors les autres, on ne veut pas. Bon. Et puis des fois, on se fait aussi un petit peu rouloyer. Mais quel plaisir que de convaincre et d'essayer de faire changer d'avis parfois des personnes qui ont tendance à partir vers la victoire, vers une victoire de la gauche. Alors on leur explique, on leur dit que ce n'est que provisoire et qu'on va tout faire pour que ça s'arrange. Voilà ce que nous faisons toute la journée. Merci à celui qui conduit le camion, merci aux 1000 qui affichent toute la journée, à celui qui a son crayon et puis qui fait la comptabilité, là, qui tient les comptes, mon mandataire financier que j'aperçois là-bas au fond, Michel Guérinel. Et puis merci à celui qui s'occupe aussi pendant qu'on n'est pas là, parce que pendant qu'on est dans les immeubles, qu'on se promène, il y a le premier adjoint, le Bérégois, qui tient la baraque, comme on dit. Alors, on entendait par là la baraque, c'est la mairie, et puis tout se passe bien. Alors, on part avec l'esprit un peu plus léger, et on a tous les moyens pour convaincre, je le répète, et puis pour essayer de diriger les gens vers nous. Parce qu'on a besoin de les diriger vers nous. On est en fin de campagne. Et cette campagne est une campagne extrêmement difficile, car c'est un tournant, et vous l'avez tous compris. Nous avons, dimanche dernier, nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Et déjà, en ce qui me concerne, sur 14 candidats, 2 demeurent, et le Parti socialiste n'est représenté en définitive que par un vert qui, si on le regarde bien, a fait 2% à l'élection présidentielle, puisque Mme Eva Joly a fait 2%. Eva Joly, d'ailleurs, qui est une femme courageuse, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aux 3 quarts de la campagne, quand c'est
ces membres, les membres du Parti des Verts, ont vu qu'elle s'effondrait, eh bien, ils ont dit « Oh, elle n'est pas bien, parce que ça vient d'elle, parce que sinon on est meilleur que ça, on fait davantage, on aurait dû prendre Hulot, il était bien mieux, puis on le connaissait, il était à la télé, et ainsi de suite. » Et puis tout le monde partait du navire. On va traiter quand même les gens de rats, ce serait pas bien de ma part, et tout le monde va donner le navire. Madame Emmanuel était une femme courageuse, elle leur a montré, elle est allée jusqu'à la fin de la campagne, elle a tenu bon. Voilà, je crois que dans la vie, quand on est embarqué dans une campagne, quand on est embarqué dans le même bateau, eh bien il faut aller jusqu'au bout. On ne change pas de bateau en cours de route. Je voulais aussi dire que ces socialistes, ils sont extrêmement divisés. Alors j'ai entendu mon opposant, M. Oméga, dire « Oh, mais tout le monde va me soutenir. » Alors, le front de gauche me soutient. Moi, je n'entends plus le front de gauche. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais depuis que M. Mélenchon a eu la mauvaise idée d'aller passer du côté de NM, vous savez, au truc là-bas, un peu de... Eh bien, on n'entend plus. Il a été battu et c'est terminé. Donc ce front de gauche, il est un petit peu aux abonnés absents. Et puis, alors je ne sais pas comment dire, là, il y a un socialo, droito, gaucho, maire de Latte, qui, du bout des lèvres, essaie de soutenir, mais on sent très bien que ça ne lui va pas si bien que ça. Alors, il soutient, mais il ne cite pas le nom et autres. Alors moi je le dis aux gens de Latte qui ont voté, n'hésitez pas, ne croyez pas, n'écoutez rien. Votre maire n'a pas prononcé le nom de Oumégas, donc vous n'êtes pas obligé de voter pour Oumégas. Et puis ensuite, je dis quand même une chose, il n'était pas si mal Vaillant quand même à l'époque. Voilà. Et on finit par l'arrêter. Et puis il y a Charles Coury. Charles Coury, on se retrouvait au bord des immeubles, dans les centres commerciaux, on ne s'est pas quitté de toute la campagne. Parce que c'était comme ça, on avait sûrement les mêmes choix et autres. Et à Charles Coury, l'autre jour, j'étais à TV Sud, et devant la télévision, il dit « Et je suis soutenu par Charles Coury et tout le monde ». Alors Charles Coury, vous l'avez vu, a fait un démenti dans la presse. Charles Coury, il n'a jamais soutenu M. Omégas. Donc par conséquent, dont acte, et je remercie ceux qui étaient avec lui aujourd'hui d'être venus me soutenir, d'être venus me dire, j'en suis très très heureux. C'est ça en définitive, la correction de notre politique. On n'annonce pas les choses qui ne sont pas et qui n'existent pas. Il y a mon ami Drevet, Patrice Drevet, il ne peut pas être là. Il a un petit problème qui l'empêche d'être là. Mais il m'a dit, au moins n'oublie pas de dire une chose. Hein. Pas une voix ne doit manquer à Christian Longeon. Alors, moi je vous le dis, tenez-en compte. Je voulais donc vous dire que toutes ces personnes qui soi-disant vont soutenir M. Omégas, eh bien, ils sont d'accord sur une chose en définitive. Ils disent que le verre est dans le fruit. Eh oui, le verre est dans le fruit. Et ils cherchent le produit phytosanitaire qui permettra de tuer le verre en se disant, en espérant bien, en disant, au moins, j'espère qu'il ne restera pas que les pépins à la fin, qui est dans le fruit. Et à côté de tout cela, mesdames, messieurs, alors ça c'est une chose extraordinaire, il faut le noter, au niveau national, se déroule un feuilleton que l'ensemble de la presse s'arrache, mesdames, messieurs. Dallas, c'est rangé dans les oubliettes. On a mieux que Dallas, maintenant. On a le Dallas à la française. Mais oui, mais oui. Alors le premier rôle, c'est Madame Robert. Non, pardon, c'est pas je l'ai fait exprès, oui. Alors Madame Robert, elle aurait régler ses comptes avec Madame Royale. C'est la République contre la monarchie. Et avec le titre, vous savez le titre du nouveau feuilleton, qu'est-ce que c'est? T'avais qu'à pas partir de la maison sitôt. Et notre président dans tout cela, il est bien embêté parce qu'avec deux compagnes sur les bras,
il accumule les problèmes et il se trouve obligé de rouler à 170 km/h pour arriver à suivre dans un feuilleton débridé et cocasse. Donc le titre de ce feuilleton, je me donne en mille, mesdames, messieurs, parce que c'est pas celui que je l'ai dit tout à l'heure, le titre de ce feuilleton, le changement, c'est maintenant. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que tout ça est bien beau, mais nous avons quand même un pays qui s'appelle la France, un pays qui a été bâti solidement pendant des siècles et des siècles. Et cette histoire, qu'on n'apprend peut-être pas assez à nos enfants à l'école, cette histoire française de la France est une histoire magnifique. Et je ne vais pas vous donner encore l'histoire, ni aucune crainte, mais je voudrais quand même vous rappeler certaines choses. Ça a commencé au temps de Vercingétorix. Souvenez-vous d'Alésia, la France commençait à se constituer. Et puis nous avons eu la culture gallo-romaine. Et puis nous avons eu l'invasion des barbares. Et puis nous avons eu les Francs, les Mérovingiens, les Carolingiens. Souvenez-vous de Charlemagne, souvenez-vous des écoles. Charlemagne a créé les écoles. Souvenez-vous des Missi Dominici, c'était la première notion, un petit peu d'Europe. Avec les Capétiens, la France se module. La chevalerie, les croisades, la fin du Moyen-Âge. Souvenez-vous des Anglais qui sont montés dehors, de Du Guesclin. Souvenons-nous de Jeanne d'Arc. Et puis, derrière, la Renaissance, François Ier, Marignan, 1515, tout ça revient, le Grand Règne de Louis XIV, puis Louis XVI et la Révolution française, le consulat, l'Empire, le Code civil, et puis vite, hélas, les républiques, les grandes guerres, 14-18, 39-45, avec le courage de nos combattants dans les tranchées, avec ces pluies d'obus, de fer, de feu, de casse mortelle, et puis ces hommes courageux, cette résistance, tous ces gens qui se sont battus pour cette France, pour la vraie, pour la générosité et pour le courage. C'est Périclès qui disait que le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. Le courage de ces résistants, de nos soldats, de Jean Moulin et tant d'autres, des camps d'extermination. Que notre France est belle parce qu'elle n'a pas été construite comme cela. Cette France judéo-chrétienne, cette France respectueuse des autres, de leur religion, de leur tradition, une France qui veut être respectée aussi et aimée. Une France qui veut être tirée vers le haut, comme je le propose dans mon programme national, que vous connaissez bien à présent. À côté de cela, mesdames, messieurs, que nous propose le candidat Omégas. Il nous propose le laxisme, avec la fin de la justice pour les mineurs, quand on sait que les mineurs ont besoin d'être pris en main, éduqués, rééduqués. L'augmentation des taxes et des impôts, ça arrive, ça commence. La légalisation de tous les sans-papiers, sans aucune exception, nous allons la voir. L'ouverture des frontières avec l'international socialiste. Le droit de vote des étrangers. Mais oui, j'entends Jacques qui dit ah oui, oui. La suppression des centrales nucléaires, alors que si notre pays, la France, s'en est bien sorti, et si nous n'avons pas la situation de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, de l'Irlande et j'en passe, c'est parce que nous avons des centrales nucléaires et que nous pouvons produire de l'énergie à bon prix.
Alors, on va commencer par Fessenheim, mais par la suite, faites confiance aux Verts, ils seront imposés la fermeture d'autres centrales. Je ne suis pas contre l'énergie éolienne ni photovoltaïque, c'est pas ça du tout. Mais je dis qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se permettre ce luxe que de fermer les centrales nucléaires. Et puis, il y a le non-contrôle des individus. Voilà. Alors on ne va plus les contrôler s'ils ont déjà été contrôlés. Alors on demandera s'ils ont le coupon de contrôle. Voilà. Mais ça va être d'une efficacité extraordinaire. Bonjour monsieur, vous êtes là un peu, qu'est-ce que vous faites d'autre? Ah, j'ai mon coupon. Ah, excusez-nous, circulez, je me suis trompé. Ça va être d'une pratique extraordinaire. On va pas contrôler si on a un coupon de contrôle. Alors vous pensez que tout le monde va avoir un coupon de contrôle dans sa poche. Et puis, alors là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Omega nous propose la libéralisation de l'usage du cannabis. Voilà. Je lisais tout dernièrement dans un journal bien informé, qui n'était pas, je crois, ma suppléante le Midi Libre, qui s'appelle Le Figaro, une étude d'un professeur qui donnait les résultats du cannabis sur les personnes. Alors, c'est des problèmes psychiques, c'est des problèmes cancéreux, c'est des problèmes cardiaques, des problèmes d'estomac, enfin tous les problèmes sont contenus là-dedans. Et on pense que ça irait mieux. C'est M. Omegas qui l'a dit à la télévision. Il a dit ça ira mieux parce que si on ne contrôle pas les usagers, les utilisateurs de cannabis, on pourra s'occuper de ceux qui transportent du cannabis dans leur voiture. Alors, j'ai dit bravo, c'est bien. On abandonne complètement l'action directe pour s'occuper des gens qui transportent. Comme si à l'heure actuelle, je suis content que les journalistes l'aient souligné, d'ailleurs à ce moment-là, comme si à l'heure actuelle, on s'occupait que des utilisateurs et des fumeurs de cannabis, et on ne s'occupait pas des gens qui transportent du cannabis dans leur voiture. Alors, vous voyez le programme, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire qu'en effet, j'ai remarqué, à la suite de ce programme de M. Omegas, que le changement, c'était vraiment maintenant. Donc nous, je ne vais pas vous relire le programme, parce que je sais que vous le connaissez tous entièrement et que je vous l'ai au moins lu une fois, ou deux, ou dit une fois, ou deux ou trois, et que vous avez en plus reçu nos professions de foi. Nous avons une action sur l'emploi. Sur l'emploi, c'est la diminution des charges des entreprises, parce que les entreprises sont beaucoup trop taxées. C'est la formation des gens qui ont un travail et des jeunes qui vont vers l'emploi. Car actuellement, il y a 1 200 000 emplois qui ne sont pas pourvus, qui ne trouvent pas de preneurs. Donc c'est que nous avons une formation qui n'est pas adaptée. Nous voulons aider les entreprises, nous voulons aider les commerçants, les artisans, parce que ce sont ces petites et moyennes entreprises qui seront fournisseurs d'emplois. Nous avons une action sur le logement, mais une action raisonnable, une action de réaménagement des quartiers, de construction sur l'existant, et non pas une action de bétonisation, comme on s'en aperçoit actuellement entre Montpellier et la mer, où on a bétonné complètement toute la ville de Latte, de Pérol, Boirargues, Morin. Ce n'est pas raisonnable. Il y a des espaces que nous devons conserver, et ces espaces sont des espaces de liberté, où on peut aller se promener, où on peut aller faire du vélo le dimanche. Il faut conserver ces espaces. Et moi, je suis contre la bétonisation de ce secteur, qui en plus est un secteur inondable, où il va y avoir des catastrophes. Nous voulons aussi augmenter le pouvoir d'achat, et notamment par l'augmentation des pensions des retraités, parce que je crois que dans ce domaine-là, les retraités sont en train de perdre beaucoup de leur pouvoir d'achat et qu'il faudra faire quelque chose de fort dans ce domaine.
Et nous sommes aussi pour la baisse des charges sur les salaires. Baisse des charges sur les entreprises, baisse des charges sur les salaires, car on ne trouve qu'un mot actuellement, dès qu'on cherche de l'argent, c'est d'augmenter les charges, et ça n'est plus possible, les entreprises n'en peuvent plus, et les salariés n'ont plus de pouvoir d'achat également. Nous sommes pour la sécurité. J'entends des maires de gauche me dire qu'ils ne veulent pas de vidéoprotection. Il faut de la vidéoprotection. Quand on n'a rien à se reprocher, on peut être filmé dans la rue. Nous sommes aussi pour la révision des accords de Schengen. Je le disais tout à l'heure, il faut que les frontières de l'Europe soient mieux protégées. Parce que quand quelqu'un rentre en Grèce, en Italie ou ailleurs, ces gens ne demandent qu'une chose, c'est de venir en France. Et donc, par conséquent, il y a des frontières qui sont mal surveillées. Il faut renforcer la surveillance de ces frontières. Il faut que l'Europe mesure l'importance de cette protection. Et nous sommes pour une police de proximité. Car la police de proximité, c'est celle qui connaît les problèmes, qui va se promener dans les quartiers, qui interroge les personnes, qui parle avec ces personnes, donc qui sont inévitablement au courant de ce qui se passe. Des heures où se produisent les difficultés et les vols et les destructions de véhicules. Il y a 2 jours, 15 véhicules qui ont été détruits à Latte, je peux vous le dire. Mais oui, je vois des lapins qui me font signe oui de la tête. Oui, et donc nous devons protéger les citoyens. C'est un devoir de l'État. Nous sommes pour une meilleure santé. La proximité, la possibilité de trouver un médecin, Jacques, est très importante. Et nous devons à tout prix pouvoir donner l'aide médicale à toutes les personnes qui demandent. Et à ce niveau, Nicolas Sarkozy, qui est un grand président que nous avons perdu. Parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Nicolas Sarkozy prévoyait 250 maisons médicales, qui était le sujet que Marie-Laure Ansel-Martin, qui est la présidente des Amis de Christian Argent, avait mis au point il y a quelque temps. Nicolas Sarkozy prévoyait 250 maisons médicales distribuées dans toute la France et qui permettaient de pallier aux engorgements des hôpitaux qui actuellement sont dépassés par les soins d'urgence. L'éducation, il faut davantage de professeurs des écoles, dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles. Il faut que les professeurs puissent rester plus longtemps auprès de certains élèves qui en ont besoin, qui rentrent chez eux, qui ne trouvent pas de parents, qui sont tout seuls. Donc que les professeurs soient proches d'eux. Et je crois que ça aussi c'est important. Et il faut essayer de leur donner une véritable éducation. Voilà. Et non pas de parler d'extension de vacances et ainsi de suite. Nous tombons dans la facilité. Nous ne sommes pas là pour la facilité. La facilité, c'est quand on a tout. Et nous, en France, nous risquons bientôt de n'avoir rien si nous continuons dans ce sens. Donc il nous faut être courageux et il nous faut élever nos enfants comme il se doit. Et enfin la fiscalité, parce que me direz-vous, vous voulez augmenter les retraites, vous voulez ceci ou cela. Je suis personnellement, je le proposerai, je suis personnellement pour la création d'une taxe pour les produits importés qui nous viennent de Chine, d'Asie, de tous les pays du Brésil, d'Inde, du Pakistan et autres, et une taxe importante. Parce que je ne vois pas pourquoi les Américains ont une taxe phénoménale sur les produits que nous importons, et notamment le roquefort et le cognac, et pourquoi nous se priveraient de cette taxe. Nous devons faire payer ceux qui nous créent le chômage en France. Ils ont le droit d'exporter leurs produits, et nous devons les accueillir, mais nous devons les faire payer. Et cette taxe permettrait de rentrer beaucoup d'argent et d'éviter, comme c'est le cas chaque fois, de se retourner vers les Français en disant Français, ouvrez vos portefeuilles parce que nous n'avons plus d'argent, il faut en trouver. Et puis, pour terminer, je suis respectueux de tous les électeurs qui veulent se porter sur mon nom. Je ne méprise personne. Et qui plus est, arrivé à l'Assemblée, je proposerai une proportionnelle à 15% pour que les partis de gauche, comme les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite, puissent être représentés à l'Assemblée et qu'ils puissent s'exprimer.
Et enfin, comme je tiens à donner l'exemple, comme je souhaite donner l'exemple, et comme la France est en difficulté, je proposerai aux 577 députés de l'Assemblée nationale de diminuer de 30% les indemnités que nous toucherons à partir du mois prochain. Voilà ce que je souhaite faire. Je n'ai pas voulu revenir sur Améthyste, qui est une véritable catastrophe, dont le principal auteur, et j'étais là, est M. Roumégas. C'est lui qui l'a imposé à Georges Frêche en lui disant: si nous ne faisons pas Améthyste, je ne voterai pas aux prochaines élections et les Verts ne voteront pas pour les socialistes et pour M. Frêche. Et Georges Frêche, ce jour-là, dit: bon, je sais que nous faisons une grande bêtise, mais bon, prenez-en la responsabilité, on fera l'Améthyste et maintenant vous me ficherez la paix. Voilà ce qu'il a répondu. Et il m'entend. Donc par conséquent, Améthyste, c'est une catastrophe. Il faudra démonter cette usine parce qu'il y a d'autres systèmes qui sont plus valables. On va la démonter, éviter cette plante à Sémouche et autres qui sont en train complètement de défigurer un quartier de Montpellier. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que ce sont mes promesses, ce sont nos promesses. Nous voulons une France forte. Et je vais vous lire 4 vers que j'ai écrits il y a quelque temps de cela, en guise de conclusion. C'est pourquoi il nous faut, en toutes circonstances, faire que nos promesses soient données en confiance, afin que nous puissions, sans honte ni regret, dans le miroir du temps, pouvoir nous regarder. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. J'attendais juste une petite opération. Alors, si je ne le fais pas, je vais avoir un département français sur le dos et comme il faut, parce que j'ai eu une lettre de Jean-Claude Buche, président du Conseil général de l'Aveyron. Les Aveyronnais, c'est quelque chose, hein? Il y en a là dans la salle? Il y en a? Alors, voilà ce qu'il m'écrit. Cher ami, des relations communes et mes fréquents passages dans votre ville m'ont permis d'apprécier la qualité du travail que vous réalisez sur Palavas. Il joint Albert-Édouard, premier adjoint, et toute l'équipe municipale. Enfin bon. Aussi, j'ai suivi avec attention votre parcours dans le cadre de ces élections législatives de la première circonscription de l'Hérault. Vous connaissez l'attachement des Aveyronnais à ce département, à la côte languedocienne, et plus particulièrement au secteur que vous souhaitez représenter à l'Assemblée nationale. Ils sont nombreux à y résider et à y travailler. En vous apportant mon soutien pour le second tour, je leur adresse mon amical salut. Voilà.